brise qui balayait les champs de maïs. Au matin, chaque chaumière et chaque boutique l'avaient apprise. Les langues se déliaient, les yeux s'écarquillaient, et pourtant, à la manière particulière des villages anglais, régnait un silence, le sentiment que quelque chose de sacré avait été violé, qu'une femme d'un tel rang, qui avait dirigé comité et fête avec une férule et un mouchoir de dentelle, soit accusée de meurtre. C'était pour beaucoup presque indécent. Dans le salon du presbytère, l'inspecteur Graves était assis avec le docteur Archer, madame Clement et mademoiselle Marple. L'atmosphère était solennelle. Graves se pencha en avant, les mains jointes, le front plissé. « Je l'avoue, Miss Marple, dit-il d'un ton bourru, je n'ai jamais rien vu de tel. Une femme qui a donné sa vie pour obéir aux ordres, qui n'a jamais fait un faux pas en public. Et pourtant, eh bien, vous avez vu la bouteille vous-même. » « Oui, » dit doucement Miss Marple, « mais les bouteilles, inspecteur, ne sont que le dernier point de la tapisserie. C'est le motif du tissu qu'il faut remarquer. » Madame Clément joignit les mains. « Oh, mademoiselle Marple, je vous en prie, expliquez-moi tout. Je n'aurai de cesse que de comprendre. » Miss Marple poussa un petit soupir, acheva son tricot et commença. « Il était clair dès le début, dit-elle, que Julian Harrington n'était pas mort de cause naturelle. Il s'était disputé, bruyamment et bêtement, avec Caroline au sujet de la lampe. Il avait l'intention de la vendre. Pour Caroline, c'était intolérable, non seulement parce qu'elle aimait l'ordre, mais aussi parce que la lampe représentait la famille, la tradition, la permanence. Elle ne supportait pas de la voir se transformer en argent, dépensée en frivolité ou en dette. Elle décida donc qu'il fallait arrêter Julian. Mais Caroline ne fut pas imprudente. Elle choisit son moment avec soin. À la fête, dans toute la confusion, il fut facile de l'envoyer à la sacristie chercher le livret de tombola, qu'elle avait déjà prévu d'y déposer. Elle prépara son verre, un cognac chloralé, sachant qu'il le préférerait à la limonade acidulée. Elle barbouilla la lampe en la déplaçant, peut-être pour faire croire que Julian l'avait manipulée et en avait examiné la valeur. Et ainsi il mourut tranquillement, tandis que dehors, la fête continuait. L'inspecteur Graves grogna. « Et Bell, le domestique, il a eu la malchance de se disputer avec Harrington au même moment. »« Exactement, » dit Miss Marple. « Caroline s'est servie de sa mauvaise humeur comme d'un bouclier. La police, tout naturellement, s'est tournée vers l'employé mécontent. C'était trop ordonné, trop commode. J'ai remarqué dans la vie que ce qui semble se mettre en place avec une facilité suspecte est rarement vrai. Stephen Bell n'était qu'un bouc émissaire. Il boudait près du ruisseau, comme l'a constaté Tommy Peake, tandis que Caroline jouait dans la sacristie. Madame Clément se pencha en avant, pâle. Et Lucie, la pauvre enfant, était-ce aussi? Oui, dit doucement Miss Marple. Lucie avait remarqué ce qu'elle n'aurait pas dû remarquer. Elle avait vu l'ordre des noms dans le livre de la tombola avant la fête, et elle s'était rendu compte, après coup, qu'il avait changé. Caroline avait retiré une page, l'avait déchirée à la hâte, puis l'avait renumérotée pour masquer l'absence. Cette page manquante contenait le nom du véritable gagnant de la lampe, que bien sûr Caroline ne pouvait laisser disparaître de la famille, car la lampe était pour elle le symbole de l'ordre. Quand Lucie commença à manifester son malaise, Caroline décida de la faire taire par la peur. Un peu de chloral dans de la limonade, pas assez pour tuer, juste pour avertir. Mais ce faisant, elle révéla son jeu, car Lucie, autrefois effrayée, se tourna vers moi. Le docteur Archer hocha gravement la tête. Les résidus dans son estomac le confirmaient. Encore du chloral, 2 fois, ce n'est pas un hasard. L'inspecteur Graves fronça les sourcils. Mais qu'en est-il de la 2e bouteille, celle qu'elle a apportée hier? Vous pensez qu'elle voulait tous vous empoisonner? Miss Marple secoua la tête. Non, inspecteur. Caroline n'était pas folle, simplement précise. Elle voyait dans la bouteille une preuve de sa maîtrise. Elle pensait pouvoir une fois de plus faire passer la boisson pour une coïncidence, et si les soupçons s'avéraient trop importants,
Elle pourrait prétendre que la boisson avait été trafiquée. Dans son esprit, elle ne pensait qu'à rétablir l'ordre, à apaiser le désordre. Ce n'était jamais de la méchanceté pour elle, seulement une nécessité. Il y eut un silence. Madame Clément s'essuya les yeux avec un mouchoir. Le docteur Archer soupira. L'inspecteur remua sur sa chaise. « Il est curieux, » poursuivit Miss Marple, « de voir combien les plus grands crimes naissent non pas de la cupidité, ni même de la passion, mais du désir de garder les choses en ordre. Caroline était ménagère par instinct, non seulement pour les chambres, mais pour les vies. Et lorsque Julian, avec ses dettes et sa vulgarité, bouleversa son arrangement, elle le rangea, comme on plie un drap avec un pli. Mais les gens, hélas, ne sont pas faits de lin. » L'inspecteur se leva. « Eh bien, Miss Marple, vous nous avez tout dit. Je vais faire libérer Belle immédiatement. Quant à Caroline... » Il s'interrompit, troublé. « C'est une mauvaise affaire. L'idée de l'emmener à la prison de Marlaycombe ne me réjouit pas. Elle me regardera comme si j'avais sali la moquette. » Miss Marple sourit faiblement. « Oui, elle le fera. Car elle ne comprendra jamais que l'ordre imposé à la vérité n'est pas un ordre du tout. » Le lendemain, Willowbrook reprit sa routine habituelle avec une détermination presque désespérée. Les pains du boulanger étaient exposés comme avant. Le bureau de poste grouillait de colis et de ragots. Les enfants jouaient aux billes sur le terrain. Pourtant, sous tout cela persistait la certitude que quelque chose avait changé à jamais. Madame Price Ridley, dans la file d'attente à la poste, déclara haut et fort qu'elle avait toujours su que Caroline Helmsworth était trop entreprenante. Mademoiselle Hartnell, tout aussi haut et fort, insista sur le fait que Caroline avait été une femme des plus respectables, jusqu'à ce que le comportement de Julian Harrington la mette hors d'état de nuire. La vérité, comme toujours, était plus complexe qu'il ne voulait bien l'admettre. Lucy, se remettant de jour en jour, traversa timidement la pelouse pour remercier Miss Marple. « Je ne sais pas ce qui serait arrivé si tu ne m'avais pas cru, » dit-elle, les yeux brillants de gratitude. « Ma chère, » répondit Miss Marple, « le monde a souvent tendance à prendre les jeunes femmes pour des fantaisistes. Mais j'ai découvert que l'imagination et la vérité ne sont pas si éloignées, pour peu qu'on écoute attentivement. » Lucy sourit à travers ses larmes. « Que va-t-il se passer maintenant ? » « La vie continue, » dit Miss Marple. « C'est toujours le cas. Les roses fleuriront et les ragots prospéreront. Mais pour certains, la lampe s'est éteinte et ne se rallumera plus. » Ce soir-là, Miss Marple s'assit de nouveau, près de sa fenêtre, ses aiguilles claquant doucement. Dehors, l'air était calme, le village paisible, même si, sous cette paix, planait le souvenir du choc. Elle réfléchit, comme souvent, à l'étrange fragilité des êtres humains, si avides d'ordre, si effrayés par le chaos, si prêts à tout pour préserver un semblant de calme. La lampe, pensa-t-elle, s'était éteinte 2 fois, une fois au sens propre, lorsque la vie de Julian Harrington s'était éteinte, une autre fois au sens figuré, lorsque Caroline Helmsworth avait trahi sa propre nature. Et pourtant, dans un autre sens, elle s'était rallumée, car la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est une forme de lumière. Elle soupira, plia son tricot et se leva. Demain, il y aurait des lettres à écrire, des graines à semer et du thé à verser. La vie, avec ses innombrables petites tâches, continuerait. Mais elle, Jane Marple, n'oublierait pas la leçon de Willowbrook. Sous les arrangements les plus soignés peuvent se cacher les ombres les plus sombres, et que parfois, le plus grand crime est de vouloir rendre le monde trop ordonné. Chapitre 9. Le village s'installe. C'était curieux, pensa Miss Marple, de voir avec quelle rapidité les villages anglais retrouvaient leur routine après une catastrophe. Moins d'1 semaine s'était écoulée depuis l'arrestation de Caroline Helmsworth, et déjà Willowbrook présentait au monde son visage familier. Jardin entretenu, cloche de l'église sonnant, ménagère marchandant beurre et œufs. Le boulanger avait repris son joyeux sifflement, comme si le meurtre n'avait été qu'une brève interruption dans la montée et la descente régulière de ses pains.
À la poste, mademoiselle Harbottle gronda sa sœur pour avoir égaré un carnet de timbres. Même les enfants, qui quelques jours auparavant avaient été avertis de ne pas s'éloigner, jouèrent de nouveau aux billes dans le chemin, leur rire s'élevant inconsciemment dans l'air estival. Et pourtant, sous la surface, il subsistait une inquiétude, un faible écho de l'obscurité qui les avait tous secoués si récemment. Lundi après-midi, Miss Marple se rendit à l'épicerie. Elle fut arrêtée pas moins de 4 fois en chemin, chaque rencontre étant une variation sur le même thème. « Quelle horreur, Miss Marple !» dit Madame Price Ridley d'une voix plus basse, même si la moitié de la rue pouvait l'entendre. « J'ai toujours dit que Caroline était trop autoritaire. Pourtant, on ne s'attend pas à meurtre de la guilde des dames. »« Écoutez-moi bien, » déclara mademoiselle Hartnell. « Cela jettera la honte sur la paroisse. Marlécombe ne nous considérera pas comme des païens. Nous devons redoubler d'efforts à la fête des moissonneurs pour prouver le contraire. » Monsieur Pritchard, l'aubergiste, secoua la tête en balayant le seuil de sa porte. « Je leur ai dit que cette lampe était maudite. Elle s'est éteinte 1 fois, 2 fois, et a coûté la vie à 2. Personne. Ils se souviendront de mes paroles. » Miss Marple écoutait comme toujours, avec une patience modérée. Chaque interlocuteur révélait davantage ses propres angoisses que la vérité. La joie de Madame Price Ridley d'avoir raison, l'obsession de mademoiselle Hartnell pour les convenances, le penchant de monsieur Pritchard pour les superstitions villageoises, tout cela lui était aussi familier que les lignes de son tricot. Au presbytère, Madame Clément reçut mademoiselle Marple avec un réel soulagement. « Ma chère Jane, je suis si heureuse que tu sois venue. Je ne sais pas quoi dire aux gens. Ils cherchent tous du réconfort. Et pourtant, quand j'essaie de le leur offrir, ils se tournent vers les ragots. Pauvre Caroline, j'ai du mal à y croire. » Le regard de Miss Marple s'adoucit. Oui, pauvre Caroline. Elle n'était pas cruelle de nature, seulement mal avisée. L'ordre comptait plus pour elle que la gentillesse. C'est une tentation, je le crains, qui nous assaille tous, même par petites touches. Madame Clément s'essuya les yeux. « Tu crois qu'elle s'est rendue compte de ce qu'elle avait fait ?»« Je pense, » dit Miss Marple d'une voix calme, « qu'elle croyait préserver le village, alors qu'en réalité elle le blessait. Mais ces illusions sont très courantes. Je les ai vues dans les salons, les cuisines, les salons et les jardins. On se dit qu'on remet les choses en ordre, alors qu'en même temps, on ne fait que balayer ce qu'on ne peut pas affronter. » Lucy Helmsworth, pâle mais en convalescence, vint rendre visite à Miss Marple le lendemain. Elle ne portait pas de bonnet, ses cheveux lâchés sur ses épaules, lui donnant l'air d'une personne soudain vieillie. « Mademoiselle Marple, » dit-elle avec sincérité, « je ne vous remercierai jamais assez. Sans vous, je ne sais pas ce qui serait arrivé. » Miss Marple sourit doucement. « Ma chère, vous ne devez pas me remercier. C'est votre propre observation qui a révélé la vérité. Votre souvenir du livre de Tombola. C'est souvent la plus petite, la plus banale des observations qui dévoilent les plus grands mystères. » Les yeux de Lucie se remplirent de larmes. « Mais tante Caroline, je l'aimais, malgré tout. Et maintenant ?» Elle hésita. Miss Marple lui tapota la main. « Oui, l'amour ne disparaît pas parce que la vérité est révélée. Tu dois te souvenir d'elle telle qu'elle était dans ses meilleurs moments et lui pardonner du fond du cœur. Le pardon, Lucie, est aussi une forme d'ordre, mais plus doux. » Lucie hocha lentement la tête, même si le poids sur son jeune visage montrait qu'elle avait encore beaucoup de chemin à parcourir pour l'apprendre. Pendant ce temps, l'inspecteur Graves était venu rendre une visite inattendue à Miss Marple. Il paraissait fatigué, mais moins raide qu'avant, comme s'il avait été soulagé d'un poids. « Belle a été libérée, » dit-il. « Un homme penaud, mais assez innocent. Il est parti vivre chez un frère dans le Devon. C'est mieux pour lui, je pense. Les villageois ne l'oublieront pas de sitôt. »« Non, » acquiesça Miss Marple, « mais le temps a le don d'imbriquer même le scandale dans la mémoire. Un jour on parlera de lui comme de ce pauvre garçon soupçonné, plutôt que comme d'un scélérat. » Graves lui lança un regard d'admiration réticente. « Vous avez le don de voir les choses clairement, Miss Marple. Franchement, sans vous,
j'aurais laissé Belle se débrouiller. Le numéro de Caroline était assez astucieux pour nous duper tous. Pas très futé, corrigea doucement Miss Marple, simplement ordonné. Elle réorganisait les faits comme elle rangeait ses placards. Mais les faits, inspecteur, sont moins obéissants que le linge. Il ricana, même si le son n'était guère joyeux. Bon, j'espère ne plus jamais vous croiser sur le chemin. Vous nous faites passer pour des maladroits. Les yeux de Miss Marple pétillèrent. Pas maladroite, inspecteur. Simplement trop attachée à l'évidence. Voyez-vous, le monde est rarement aussi simple qu'il le prétend. Le vendredi, la vie à Willowbrook avait repris son rythme régulier. Pourtant, certains changements persistaient. La guilde des dames se réunissait à voix basse, personne n'osant s'asseoir dans l'ancien fauteuil de Caroline. Le livre de la tombola fut placé dans le coffre du presbytère, bien que personne ne souhaitât le consulter. Et la lampe elle-même, cet objet lourd et orné qui avait été l'étincelle de la tragédie, fut discrètement restituée à la propriété du colonel Masters, où elle fut placée dans une armoire verrouillée, et dont on n'entendit plus parler. Mais le souvenir demeurait. Les villageois qui traversaient la verdure le soir jetaient parfois un coup d'œil à la porte de la sacristie et pressaient le pas. Les mères disaient à leurs enfants de ne pas toucher aux objets qu'ils ne comprenaient pas, et chaque fois que les lumières vacillaient, quelqu'un murmurait « La lampe s'est éteinte à nouveau », avec un léger sourire. Un soir, Miss Marple était assise seule dans son jardin, observant les papillons de nuit tournoyer autour de la lampe qu'elle avait posée sur la petite table près de sa chaise. C'était une lampe simple, en verre uni, sans poinçon d'argent ni motif grandiose. Juste une lueur discrète pour que son tricot reste visible dans le crépuscule. Elle réfléchissait, comme elle le faisait si souvent, à la nature humaine. Caroline n'avait pas été méchante, pas au sens de la malveillance. Elle avait été simplement humaine, soucieuse de tout contrôler, craignant le désordre, convaincue que l'ordre pouvait bannir la vérité. Et pourtant, en poursuivant cette conviction, elle avait franchi la ligne de la gestion au meurtre. Comme cette ligne était mince, pensa Miss Marple, et comme elle était facilement franchie par ceux qui se croyaient justes. Le papillon effleura le verre de la lampe, ses ailes chuchotant faiblement. Miss Marple sourit tristement. « Oui, murmura-t-elle, la lampe s'éteint, et pourtant elle brille à nouveau. C'est la vie, c'est la nature humaine. » Elle plia son tricot, se leva et emporta la lampe à l'intérieur. Demain, les visites, les ragots et les innombrables petites occupations du village seraient au rendez-vous. Mais ce soir, la lampe brûlait toujours, stable, modeste et sincère. Chapitre 10. Une commémoration silencieuse. Dès la 2e semaine suivant l'arrestation de Caroline Elmsworth, Willowbrook avait commencé avec cette détermination anglaise, à ranger sa calamité dans un tiroir et à le refermer fermement. Il n'y avait eu aucune réunion publique, aucune annonce officielle, hormis un bref avis dans le Marleycombe Gazette. Mais de petits gestes de souvenir apparurent aussi naturellement que des pâquerettes sur la verdure. Madame Clément déposa des roses blanches sur la marche de la sacristie. Mademoiselle Hartnell astiquait les jardinières en laiton jusqu'à ce qu'elles revêtent un éclat religieux. La chorale répéta un Nunc Dimittis avec plus de tendresse que de précision. Même M. Pritchard du Red Lion, qui préférait la légende à la liturgie, déposa une petite carte sur sa cheminée, en souvenir silencieux d'une époque troublée. Et je l'ai dépoussiérée, semblait-il, avec un soin inhabituel. On parle d'une plaque. Le vicaire n'y était pas favorable. Nous commémorons le bien, dit-il doucement, et nous oublions le reste par charité. Madame Price Ridley comprit qu'il s'agissait d'une plaque sur la lampe. Le vicaire blêmit, puis se reprit. « Une nappe d'autel, dit-il, l'inspiration venant comme une grâce, en lin blanc, avec un ourlet. » La guilde des dames accueillit l'idée avec une ferveur reconnaissante. Le lin blanc était l'ordre sans tragédie. L'ourlet était un but indéniable. Miss Marple, dont les mains avaient ourlé plus d'une saison de toile, consentit à prendre un coin. Elle posa soigneusement son dé,
enfila son aiguille et contempla le carré sur ses genoux comme une carte du village dont il devait couvrir la conscience. Le fil filait droit, la toile acceptait les petits coups réguliers. Comme c'était différent de la vie, songea-t-elle, qui permettait rarement une progression aussi régulière sans un nœud quelque part, invisible, prêt à s'accrocher. Le jeudi, le vicaire invita quelques fidèles à prendre le thé pour réfléchir à la formulation de la vie de la fête des moissonneurs, ce qui signifiait les bénir avec des petits pains et leur permettre d'entendre leur conscience se détendre en compagnie bienveillante. Miss Marple était présente pour rendre service à Madame Clément et constater l'apaisement d'une blessure. « Il ne faut pas que ce soit morbide, » dit Madame Clément en versant du lait. « Nous ne dirons rien de direct. »« La discrétion, » déclara mademoiselle Hartnell, « est la première exigence de la politesse. J'ai dit un jour à l'évêque, « Tu as pas. » J'ai parlé à l'évêque depuis 1938, dit sèchement Madame Price Ridley. Et puis, il y avait le fait que l'hymne était trop italien. Il revenait à eux, pensa Miss Marple avec un léger sourire intérieur. L'envie d'interrompre, de corriger, de déclarer, tels étaient les signes vitaux du village. Elle n'était pas pressée de les guérir. Un village ne peut se porter bien sans un brin de suffisance et de contradiction. On sonna à la porte et Lucie entra d'un air désolé. Elle portait un simple noir, sans ornement. Elle tenait une modeste enveloppe. « Vicaire, dit-elle, les joues rouges. Je me demandais si cela pourrait être lu au souper de la fête des moissonneurs. Pas publiquement, peut-être affiché sur le panneau d'affichage près de la sacristie. C'est juste un remerciement à ceux qui ont aidé pendant tout ce temps. » Miss Marple regarda le vicaire prendre le mot et le lire, son visage maigre s'adoucissant ligne après ligne. « Ma chère, dit-il enfin, c'est exactement ça. C'est le souvenir sans l'accusation, la gratitude sans l'orgueil. » Il regarda Miss Marple par-dessus ses lunettes. « Une phrase parfaite, Jane. Nous apporterons nos petites glanures avec honnêteté et les conserverons comme le Seigneur nous les donne. » Miss Marple inclina la tête. Lucie avait la fermeté de sa tante, pensa-t-elle, et la gentillesse de sa mère. Cette combinaison pourrait, avec le temps, s'avérer un bienfait plutôt qu'un danger. Plus tard, dans l'après-midi, alors que le service à thé était débarrassé et que la conversation dérivait sur les cassis et le mildiou, le vicaire, qui avait un don pour les choses hors de propos aux moments opportuns, dit « Mademoiselle Marple, avez-vous déjà rencontré ce célèbre Belge ? Comment s'appelle-t-il ? À l'énorme réputation et aux moustaches parfaitement soignées. » Les yeux pâles de Miss Marple s'illuminèrent tandis qu'un souvenir se déplaçait comme un petit oiseau dans une haie. « Monsieur Poirot, » dit-elle, et le nom dessina une petite silhouette nette dans l'air. « Oui, en effet, un gentleman tout à fait remarquable. »« Oh !» s'écria Madame Clément, qui adorait être surprise par l'histoire de ses amis. « Vraiment ? Comment est-il » Les aiguilles de Miss Marple reposèrent. « Très précis, » dit-elle pensivement. « Très exact. Il a un profond respect pour l'ordre. Pas celui des tiroirs, comprenez-vous, mais celui de l'esprit. Il les appelle « les petites cellules grises » et les soigne comme un jardinier soigne un espalier, chaque pensée étant dressée et fructifiante à sa place. On suppose que nos méthodes sont si différentes, les siennes et les miennes. Il rirait de l'entendre. En vérité, nous commençons au même point, la nature humaine. Il l'étudie avec la géométrie. Moi, peut-être. Avec les contes de famille. Madame Price Ridley renifla. Les étrangers aiment bien donner un nom aux choses. Nous avons toujours fait preuve de bon sens. Le bon sens, dit Miss Marple d'un ton doux, n'est que le nom que nous donnons à une expérience très particulière, la nôtre. L'expérience de M. Poirot n'est pas courante ici, mais c'est tout de même du bon sens. Madame Clément joignit les mains. Aurait-il deviné Caroline ? Miss Marple réfléchit, et ce silence ne trahit aucune vanité, seulement du respect. Il aurait d'abord vu la symétrie, dit-elle, l'eau-de-vie, la sacristie, la lampe, chacun un point composant une figure.
Il aurait déduit l'angle d'une main qui ne peut s'empêcher de redresser les choses. Peut-être aurait-il tendu un piège différent. Peut-être lui aurait-il demandé de rendre compte d'un simple cheveu déplacé sur une table polie. Elle sourit, presque pour elle-même, et il l'aurait fait avec la grâce d'un prestidigitateur et la certitude d'un comptable. « Alors vous l'admirez, » dit le vicaire, satisfait. « J'admire la vérité lorsqu'elle est découverte, » répliqua Miss Marple. « Qu'elle arrive dans des chaussures vernies ou des pantoufles n'a aucune importance. » Ce soir-là, elle écrivit une courte lettre, soignée et sans prétention, à une adresse à Londres qu'elle avait conservée, un peu timidement, parmi sa plus vieille correspondance. « Mon cher monsieur Poirot, ça a commencé. Vous auriez souri, je crois, en pensant aux ennuis qu'une lampe nous a causés, et à la façon dont elle a failli m'égarer. Car j'ai d'abord pensé à l'argenterie, alors que j'aurais dû songer à cette polisseuse bien plus terrible que certains s'attaquent aux faits. Vous auriez déploré mon piège malpropre. Il y avait de la limonade et un médecin caché dans une arrière-cuisine. Mais je me flatte que vous auriez pardonné les moyens domestiques pour le but atteint. » Elle s'est arrêtée là et a ajouté un post-scriptum, parce qu'elle était honnête. Vous diriez, je crois, que la seconde extinction de notre lampe n'était pas la mort d'un homme, mais l'obscurcissement d'une âme par sa propre main ordonnée. Elle couvrit la lettre et l'adressa. Elle ignorait si elle lui parviendrait. Des hommes comme Poirot étaient à la fois partout et nulle part, comme les célébrités et les oiseaux migrateurs. Mais écrire avait été une satisfaction. En écrivant, elle organisait ses pensées sans les forcer à être différentes de ce qu'elles étaient. La nappe d'autel avançait. Madame Clément, soulagée d'avoir une tâche qui ne blessait personne, distribua des bandes de lin aux fidèles, avec des instructions si précises que même Madame Price Ridley ne put les améliorer. Aux fenêtres des chaumières, les carrés apparaissaient comme de discrets drapeaux de trêve, des maisons qui se recousaient. Un après-midi, Lucie apporta son ouvrage au cottage de Miss Marple pour comparer ses points. Les deux femmes s'assirent là où la lumière était la plus douce, et le bruit de leurs aiguilles produisit une douce musique polie. Lucie dit alors, à voix basse, « Mademoiselle Marple, l'avocat de tante Caroline m'a écrit. Il y aura un procès. Je dois témoigner au sujet du livret de tombola. Je veux dire la vérité, mais je ne supporte pas de penser au visage. » La main de Miss Marple couvrit la sienne un instant. « La vérité dite calmement est plus douce que le silence qui nourrit les illusions. Tu ne diras que ce que tu sais, ma chère. Ce n'est jamais mal. » Lucie baissa la tête. « Tu crois qu'elle va... » Elle ne put terminer. « Mon enfant, » dit Miss Marple d'une voix douce comme la lumière, « il y a des châtiments que l'on n'inflige pas au corps. Certaines personnes commencent à souffrir dès que la porte d'une cellule se ferme. D'autres ont commencé bien avant, lorsqu'elles ont fermé une porte dans leur esprit. Votre tante est de cette dernière catégorie. Elle emportera avec elle ses habitudes de propreté, mais la chambre ne s'abaissera pas à les supporter, et cela la troublera. » Lucie ne répondit pas, ce n'était pas nécessaire. Au bout d'un moment, elle se leva, embrassa Miss Marple sur la joue, comme une enfant et comme une femme à la fois, et s'en alla. Le samedi précédant la fête des moissonneurs, l'inspecteur Graves, vêtu de son plus beau costume civil, vint rendre un petit paquet. Le bout déchiré du livre de la tombola, le nœud de fil bleu de la tranche et le petit fantôme de violette sur un chiffon. Les broutilles qui avaient transformé une vie. « Vous pouvez les brûler si vous voulez, » dit-il un peu gêné, « ou les garder pour un sermon. Vous et le vicaire faites de meilleurs sermons que n'importe quel tribunal. »« Je les garderai, » dit Miss Marple en rangeant le paquet dans un tiroir contenant de vieilles listes de graines et un emploi du temps pour Saint Mary Mead. Non pas pour me souvenir d'un sentiment de culpabilité, mais comme une note personnelle. Nous sommes tous tentés de redresser ceux qui refusent de rester à plat. Graves hocha la tête. « Je dis à mes gars, cherchez ce qui est trop bien rangé, le lit trop lisse, l'histoire trop ronde. J'appellerais ça la règle Marple, si ça ne vous dérange pas. »« Absolument pas, » dit Miss Marple, les yeux plissés. « Mais si vous voulez m'honorer, appelez ça la leçon de Willowbrook. Les villages aiment à se vanter. » La fête des vendanges arriva avec son parfum de cidre et son bruissement de paille.
L'église était parée comme pour une mariée. Des courgettes telles de gros bébés verts, des pommes empilées en pyramides roses, des gerbes appuyées comme des laboureurs fatigués contre la balustrade du chœur. La nappe d'autel, blanche et unie, était posée à sa place, son ourlet formant une ligne continue et régulière. Le vicaire lut le mot de Lucie sur le bureau de la sacristie de sa voix claire et discrète. Personne n'applaudit. Nul besoin d'applaudir. Ensuite, il y eut du ragoût et de la tarte aux prunes dans la salle, et un murmure de vie reprit partout. Tandis que les lampes s'allumaient, des lampes domestiques inoffensives, sans lignée ni légende, Miss Marple se tenait un peu à l'écart, observant les visages. Un village a un air qui lui est familier lorsqu'il s'est pardonné d'avoir eu peur. Il ressemble à une corde à linge après la pluie, encore humide, mais flottant. Monsieur Pritchard s'approcha d'un air conspirateur. « Ils diront, mademoiselle, que la lampe s'est éteinte une 3e fois. »« Alors nous devons trouver des allumettes, » répondit Miss Marple, et son rire inattendu et satisfait était plus fort qu'il ne le pensait. En rentrant chez elle le long de la haie, la lune se détachant sur les ormes, elle repensa à Poirot. Ses valises, elle le savait par les rumeurs et les journaux, étaient ornées de diamants et de traînes. Les siennes, d'étiquettes de confitures et de listes de cantiques. Pourtant, le cœur était le même, le désir déguisé en vertu, la peur déguisée en ordre, la vanité empiétée d'emprunt. On ne pouvait pas déraciner de telles choses. On ne pouvait que les voir clairement et avec un peu de patience, les placer là où elles pourraient m'en faire le moins de mal. Devant son portail, elle s'arrêta, car les papillons s'étaient dit rassemblés là où sa petite lampe brillait, derrière le rideau du salon. Leurs ailes émettaient ce son faible et futile, qui n'est ni espoir ni désespoir, mais seulement une insistance. Elle entra, baissa la mèche d'un ton. Les lampes, comme la vérité, deviennent dures si on les presse, et mit la bouilloire à chauffer. Sur sa cheminée se dressait une rangée d'objets banals. Un coquillage à la nacre terne, un chien en porcelaine à la queue fendue, une carte postale d'un cousin posté à Weston-super-Mare. Elle les contemplait avec affection. Pas d'argenterie de famille, pas d'héritage, pas d'histoires assez lourdes pour être meurtries, seulement l'accumulation confortable d'une vie qui s'était organisée, peu à peu, autour de la gentillesse et de l'observation. Le courrier était sur la table d'entrée. Elle ne le regarda pas tout de suite, mais plus tard, le thé versé et la lumière dorée de la lampe éclairant la nappe, elle déchira une enveloppe avec son aiguille à tricoter. Sa main était petite, continentale, élégante. « Chère mademoiselle, ça a commencé. Vous parlez de lampe et de vernis. Permettez-moi ceci. L'ordre est serviteur et non maître. Lorsqu'il dicte, il tue. Lorsqu'il sert, il illumine. Je lève mon chapeau, si tant est qu'il y en ait, à votre cuisine, à votre limonade et à votre courage. » Il n'y avait pas de signature, seulement un ornement qui aurait pu être une moustache ou un sourire. Miss Marple plia le mot, le déposa avec un plaisir discret près du coquillage et se remit à son travail. Dehors, un vent soufflait dans les tilleuls. À l'intérieur, la bouilloire tic-taquait en se calmant. La lampe brûlait sans interruption et ne s'éteignait pas. Chapitre 11. Ombre persistante. Bien que la fête des moissons fût passée et que le village fût en fête pour la Saint-Michel, le souvenir de la lampe persistait, tel le léger parfum de fumée qui s'échappe d'un feu de cheminée. Willowbrook, en apparence si soigné, portait de subtiles cicatrices. À l'épicerie, les clients baissaient encore la voix lorsqu'ils parlaient de Caroline Helmsworth, et une réticence sourde à évoquer la fête subsistait. Le livret de tombola, désormais enfermé dans le coffre du presbytère, était devenu presque un symbole de l'événement. Certains juraient qu'ils n'accepteraient plus jamais de billets pour quoi que ce soit de plus ambitieux qu'un panier garni. D'autres déclaraient avec bravade que rien de tel ne pouvait arriver 2 fois. La lampe elle-même avait été renvoyée, mais en son absence, elle semblait plus présente que jamais,
comme si son ombre argentée et ornée persistait sur la verdure. Un soir, lorsqu'une rafale de vent fit vaciller les lumières de l'église, la moitié de l'assemblée retint son souffle, comme si elle s'attendait à une catastrophe. Miss Marple, observant tout cela avec son calme habituel, vaquait à ses occupations comme si rien n'avait changé. Elle achetait sa laine, préparait son gâteau aux graines et se promenait tranquillement dans le chemin. Pourtant, elle remarquait toujours, les petits écarts. Les sermons de Madame Price Ridley sur les convenances devenaient plus stridents. Miss Hartnell se montrait inhabituellement respectueuse envers le vicaire, et Lucy Helmsworth, bien que d'apparence posée, se tenait avec le calme prudent de quelqu'un qui a été blessé. Un après-midi, Lucy rendit de nouveau visite à Miss Marple. Elle apporta un bouquet de roses tardives, dont les pétales tombaient déjà sous la chaleur. « J'ai pensé que tu pourrais les aimer, » dit-elle timidement. Miss Marple sourit. « C'est très gentil, ma chère, et quelle attention de vous apporter ce qui s'estompe, car on n'a pas toujours besoin de la perfection. Souvent l'effacement nous en apprend davantage. » Lucy rougit légèrement. « Mademoiselle Marple, pensez-vous que les gens oublieront un jour ?»« Oublier ?» répéta Miss Marple en disposant les roses dans un petit pichet. « Oh non, ma chère, les villages n'oublient pas. Ils rangent leurs affaires dans des tiroirs, comme Caroline aimait le faire, et les ressortent dès qu'il y a besoin d'une morale. Mais avec le temps, la dureté s'adoucira. Caroline deviendra cette pauvre femme qui a dépassé les bornes. Julian Harrington deviendra cet homme stupide et endetté. Et le reste se fondra dans les ragots et les histoires. » Lucy poussa un léger soupir de soulagement. Ça a l'air presque supportable. Quelques soirs plus tard, l'inspecteur Graves se présenta au cottage de Miss Marple. Il semblait plus à l'aise qu'il ne l'avait été depuis des semaines, comme si le poids de l'incertitude avait enfin disparu de ses épaules. « J'ai pensé que vous aimeriez savoir, » dit-il en s'installant lourdement dans un fauteuil, « que le procès aura lieu à Marleycombe le mois prochain. Ils ont presque fini de rassembler les preuves. » Miss Marple lui versa son thé et ajouta le sucre qu'il n'avoua jamais avoir pris. « Et Stephen Bell ?»« Parti pour le Devon, » répondit Graves. « Son frère est fermier là-bas. »« Bon débarras, » dit-il, même s'il a eu la justice d'admettre que nous l'avions traité plus mal qu'il ne le méritait. Je lui ai dit qu'il n'avait pas eu de chance. Il a dit « La chance est pour les autres. » Je boude, c'est tout. C'est le plus proche du pardon qu'il puisse obtenir. Le regard de Miss Marple s'adoucit. Oui, pauvre Stephen, il avait ses défauts, mais le meurtre n'en faisait pas partie. Graves remuait son thé. « J'ai réfléchi à ce que vous avez dit, à propos de l'ordre. Vous savez, mon sergent a toujours pensé que la propreté c'est la marque d'un bon agent. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Parfois, la propreté n'était qu'une façon de cacher la saleté. »« Tout à fait, » murmura Miss Marple. « Et il faut toujours se demander, ranger pour qui? Et à quel prix ?» Au cours des semaines qui suivirent, Willowbrook retrouva son rythme habituel. Les enfants retournèrent à l'école, leur cours rythmé par la lumière automnale qui éclairait les bureaux. Les ménagères mirent en bouteille les dernières prunes. Les hommes rentrèrent chez eux à vélo au crépuscule, leurs lampes luisant faiblement dans la brume. Et pourtant, de temps à autre, des souvenirs de la tragédie refont surface. Un inconnu de passage demandait « Est-ce le village où la dame a assassiné son neveu ?» Les villageois, gênés mais secrètement ravis d'être connus, hochaient gravement la tête, puis s'empressaient d'ajouter qu'il s'agissait d'un cas exceptionnel. Un soir, au Red Lion, M. Pritchard raconta l'histoire de la lampe pour la 50e fois. Elle s'est éteinte une fois, 2 fois, et a coûté la vie à chaque fois. Une chose maudite, je vous le dis. Il regarda autour de lui avec satisfaction en entendant les murmures d'approbation. Il vaut mieux la renvoyer, et bon débarras. Miss Marple, rentrant chez elle en passant devant l'auberge, entendit l'histoire sans s'arrêter. Elle pensa à quel point les êtres humains sont friands de malédictions, combien il est plus facile de blâmer un objet que de se reconnaître soi-même. En novembre, les premières gelées arrivèrent. Les jardins scintillaient, les champs étaient pâles et vifs, et l'air embaumait la fumée de bois.
Miss Marple se surprit à penser souvent à Caroline dans sa cellule de Marleycombe. Elle l'imaginait rangeant son étroit espace, lissant les draps, rangeant ses petites affaires, tentant d'imposer son ordre même aux murs de pierre. Elle souffrira plus que la plupart, songea Miss Marple, car certains supportent la faim, le froid, voire la solitude, mais pas le désordre. Ce sera sa punition. Elle soupira et reprit son tricot. La punition, pensa-t-elle, n'était jamais aussi simple que le décrétait un tribunal. Chacun portait en lui sa propre sentence, parfois plus sévère que celle d'un juge. C'est un dimanche soir, après les vêpres, que Madame Clément posa la question que tous les autres avaient réfléchie sans la formuler. Ils étaient seuls dans la sacristie, à ranger les livres de cantiques. « Jane, dit-elle en hésitant, crois-tu qu'on avait raison? De l'avoir découverte, je veux dire. Aurait-il été plus gentil de laisser tomber ?» Miss Marple regarda sa chère amie avec une compassion silencieuse. « Ma chère, la vérité n'est jamais cruelle, même si elle peut être douloureuse. Laisser Caroline continuer sans la questionner aurait été une invitation à plus de ténèbres. Lucie n'était peut-être pas la seule à être mise en danger. Non, Madame Clément, il est toujours préférable que la vérité éclate au grand jour. Elle peut blesser, mais elle guérit aussi. » Madame Clément hocha lentement la tête, les yeux brillants. « Oui, je le comprends maintenant, même si je ne peux m'empêcher d'avoir souhaité une fin différente. » Miss Marple posa doucement sa main sur la sienne. « Nous aussi, ma chère, nous aussi. » Ce soir-là, Miss Marple était assise à sa fenêtre, contemplant la verdure paisible. La lampe de sa table brillait fixement, éclairant son tricot. Elle repensa à Poirot, avec ses chaussures cirées et ses cellules bien rangées, et se demanda s'il avait lui aussi passé des moments de calme, à méditer non pas sur le triomphe, mais sur la tristesse de ce que les êtres humains pouvaient faire les uns aux autres. La lampe vacilla légèrement, puis se stabilisa. Miss Marple eut un léger sourire. « Oui, murmura-t-elle. La lampe s'est éteinte 2 fois, mais elle brille encore, à peine, et cela suffit peut-être. » Chapitre 12. Devant la cour. La convocation, lorsqu'elle arriva, était imprimée sur un papier si rigide et officiel que même Madame Harbottle, à la poste, la traita avec un air de révérence. Willowbrook s'attendait presque à être épargné. La couronne, disait-on, gérait souvent ces choses, sans impliquer tous les témoins oculaires et les références morales. Mais la loi, comme le temps, suit ses propres saisons. Lucie reçut sa convocation le matin. Celle de mademoiselle Marple suivit l'après-midi, accompagnée de demandes polies pour le médecin et le vicaire. Madame Price Ridley, qui n'avait pas été convoquée, se mit à parler de son devoir envers la nation, avec un air d'abnégation qui s'accordait étrangement avec le temps libre. Le Marleycombe Gazette imprimé. 2 colonnes de petits caractères appropriés. La couronne C. Caroline Elmsworth. Les dates. Les noms des avocats. Le président du tribunal. Le juge Fenwick, connu pour sa courtoisie pénétrante. Et la note, si professionnelle qu'elle en était presque douce, annonçant qu'un certain nombre de personnalités témoignerait. Le village lut, plia le papier, puis le déplia, comme si les mots avaient dû changer pendant l'intervalle. « La justice prend du temps, » dit Madame Clément à Mademoiselle Marple, lissant la vie de ses mains qui ne tenaient pas vraiment en place. « J'essaie de me représenter cela comme la remise en place d'un os, douloureux sur le moment, mais nécessaire pour que le membre se redresse. » Miss Marple sourit. « Il faut que ceux qui savent ce qu'ils font remettent les ossements en place, ma chère. Sinon on boite pour toujours. » Le lundi convenu, un soleil pâle éclairait Marleycombe comme un malade sorti de sa chambre. La ville s'était parée avec effort. Le palais de justice, modeste, de style géorgien, vaguement municipal, affichait une certaine dignité, comme s'il s'excuserait de sa fonction s'il n'en était pas si certain. À l'intérieur, l'air avait cette fraîcheur particulière des salles publiques, où les fenêtres ne s'ouvrent jamais complètement et où la poussière ne s'accumule jamais complètement. Lucie était assise entre Miss Marple et Madame Clément. Elle avait choisi une robe sombre et simple. Ses mains restaient immobiles sur ses genoux, bien que son pouls résonnât comme un petit tambour.
Le gant de Miss Marple effleura ses jointures, lui signifiant sans broncher qu'elle n'était pas seule. Lorsque Caroline Helmsworth fut amenée et prit place au box des accusés, le murmure qui parcourut la salle n'était pas un halètement, mais un vacarme ténu, comme si des voix s'étaient souvenues de leurs bonnes manières. Caroline était très proprement vêtue. Son chapeau était incliné, suggérant une règle plutôt qu'une mode. Elle ne regardait ni à gauche ni à droite. Sur son visage, il n'y avait ni supplication ni défi, seulement le calme immuable d'une femme qui entend, par sa seule volonté, préserver l'idée qu'elle se fait d'elle-même. « À l'ordre », dit l'huissier, et l'affaire commença. L'avocat de la couronne, M. Barclay, avait l'air d'un homme ordonné, amusé par le désordre. Il ne tonnait pas. Il racontait une histoire. En phrases calmes et cohérentes, il racontait la fête, la querelle à propos de la lampe, la sacristie, le cognac, la bière pression. Il parle du livre de Tombola et de certaines particularités, dans sa numérotation, d'un second incident, heureusement pas fatal, impliquant de la limonade. Sa voix ne s'éleva ni ne s'abaissa sur le mot. Chloralie laissa la chimie au docteur. À la fin de son introduction, il dit seulement « Nous allons démontrer qu'il ne s'agissait pas là des accidents d'une semaine malheureuse, ni des impulsions de la passion, mais des actes délibérés d'une personne pour qui l'ordre imposé était pris pour la bonté. » Le défenseur, M. Collingridge, se leva, un homme mince au regard d'instituteur, et secoua la tête. Il ne pouvait, dit-il, rester les bras croisés et voir une femme au service irréprochable se transformer en monstre par inférence. Il montrerait comment le chagrin déforme les souvenirs, comment les coïncidences prennent un sens lorsque la peur s'empare de lui, comment les ragots de village tissent des liens solides comme des toiles d'araignée et tout aussi facilement balayés. Il implora la cour de se rappeler que les bonnes habitudes sont le dernier refuge de l'innocent effrayé, et non l'arme du coupable audacieux. Les huissiers appelèrent les témoins. La recherche de la vérité se poursuivit lentement et avec civilité. Monsieur Pritchard, du Lion Rouge, raconta son récit avec l'enthousiasme à demi défensif d'un homme certain que le monde s'est moqué de lui pour sa croyance aux malédictions. Il y eut un rire, et le juge haussa les sourcils, mais le récit de M. Pritchard sur le brouhaha de la fête, la flasque de M. Harrington et le pied de lampe taché, planta le décor avec autant de précision qu'un machiniste installe les meubles. Stephen Bell ne fut pas convoqué, la couronne ne l'exigeait pas, et la défense eut la sagesse de l'épargner. Son absence, paradoxalement, le consolida auprès de ceux qui avaient autrefois été impatients de le voir bouder sur l'échafaud. « Il vivra mieux dans le Devon », songea mademoiselle Marple. Le docteur Archer a témoigné sans fioriture. Il a parlé du chloral comme un chimiste et de la mort comme un médecin, avec justesse et une certaine appétence pour la théâtralité. « C'est immonde », a-t-il dit lorsqu'on l'a interrogé sur son goût. « Amer comme un mariage raté. Il faut le cacher. »« Par quoi ?» demanda M. Barclay. « Du sirop fort ou de l'alcool fort ?» répondit le docteur Archer. « Dans ce cas, les tests ont révélé des résidus de brandy et, plus tard, un mélange dans de la limonade. » On lui demanda alors d'identifier la bouteille sortie du cottage de Miss Marple. Il le fit. On lui demanda si la quantité administrée ce deuxième jour aurait été mortelle. « Pas immédiatement, » répondit-il. « Elle aurait pu être nocive si la personne ingérée était petite ou déjà malade. » Il jeta un regard non dédaigneux à Lucie. C'était un avertissement. Ou une répétition. Monsieur Collingridge se leva. « Docteur, le chloral aurait-il pu être auto-administré ?»« C'est possible, » répondit le docteur Archer avec prudence. « On le prescrit à tort, à certains. Mais ceux qui apportent de l'eau-de-vie à une fête n'emportent généralement pas aussi de chloral, et ils n'en prennent pas quand la fanfare commence. » Le Mikado. Une ondulation parcourut les bancs, comme le vent dans l'orge. La bouche du juge dissimulait un sourire. L'inspecteur Graves raconta son histoire sans détour.
Il ne chercha pas l'ingéniosité et y échappa ainsi. Il avoua, avec raideur mais avec une certaine rigueur morale, avoir soupçonné Belle en temps normal. Il décrivit le livret de tombola, la renumérotation, le talon déchiré que Miss Marple lui avait donné, le fil tiré à travers la tranche. « Ça a bougé », dit-il en levant 2 doigts à une largeur de cheveux l'un de l'autre. « D'ici à là. Pas beaucoup. Assez. »« Assez pourquoi ?» a demandé la défense. « Pour montrer que la page a été imprimée et réimprimée, » a déclaré Graves. « Pour montrer la main humaine, et non une imperfection d'imprimeur. »« Et la main de qui ?» insista M. Collingridge. Le regard de Graves glissa un instant vers le box des accusés. « C'est au jury de décider, monsieur, » dit-il avec justesse. Lucie fut appelée à midi. Elle se leva avec cette dignité tranquille que l'on prend souvent pour de la fragilité. Sa voix, lorsqu'elle parla, était douce mais intelligible. Elle raconta la dispute au sujet de la lampe, comment elle était allée au stand et n'avait pas trouvé le livre de tombola, là où il aurait dû être, comment elle se souvenait des noms tels qu'ils se trouvaient devant la fête, comment elle les avait regardés à nouveau ensuite et les avait trouvés modifiés. « Comment modifiés ?» demanda M. Barclay. « Par ordre, » dit Lucie. Le nom de Madame Price Ridley et de 2 autres personnes avait été inversé. Ma tante a dit que je me trompais. Je savais que non. « Pourquoi ?» s'empressa de répondre la défense. « Pourquoi en étais-tu si sûre ?» Lucie rougit. « Parce que j'avais copié quelques noms sur un bout de papier pour écrire un mot de remerciement, » dit-elle, et elle sortit, de son réticule, la petite feuille pliée en 2 que Miss Marple l'avait suppliée de garder. Elle la considérait non pas comme quelqu'un brandissant une épée, mais comme une enfant gênée d'afficher une écriture soignée. La cour se pencha en avant. Le petit papier, absurde et capital, passa de main en main. Le contre-interrogatoire de M. Collingridge fut courtois. Il ne s'est pas montré intimidant. « Vous aimez votre tante ?» demanda-t-il. « Oui, » murmura Lucie. « Je l'ai fait. »« Et l'amour peut colorer la mémoire, » a-t-il suggéré. « C'est possible, » dit Lucie, « mais pas les listes. » Un léger murmure de sympathie parcourut la salle. M. Collingridge la laissa partir. Miss Marple fut appelée après la courte suspension d'audience. Elle semblait, comme toujours, plus une tante qu'un témoin, et la cour, par gentillesse ou parce que les êtres humains ne supportent pas d'être en désaccord avec ce qui ressemble à leur conscience, s'adoucit. Elle affirma, de sa petite voix guindée, pourtant si douce, qu'elle avait trouvé le mégot déchiré dans l'herbe, qu'elle l'avait donné à l'inspecteur, qu'elle avait noué un fil autour du livre pour apaiser une vieille dame, et que le fil avait bougé. Elle décrivit à peine la rencontre dans son salon, la limonade et le sirop de gingembre, la bouteille que Caroline avait apportée sans qu'on la lui demande. Elle ne fit aucune représentation de l'arrière-cuisine ni du médecin. « C'est ridicule, » dit-elle, presque en s'excusant, de cacher un homme de profession avec son sac. Mais parfois, la vérité a besoin d'un placard. M. Collingridge se leva. « Mademoiselle Marple, vous êtes considérée dans votre village comme une femme de bon sens. Vous êtes très observatrice. Je tricote beaucoup, a-t-elle reconnu, et les yeux d'un tricoteur peuvent se perdre dans un motif qu'il s'attend à voir, dit-il avec un sourire agréable. Se pourrait-il que votre piège, si domestique, si ingénieux, ait fait de ma cliente un objet de suspicion qu'elle ne méritait pas? Auriez-vous, réorganisé les choses? Les yeux de Miss Marple étaient d'un bleu intense sous la lumière du tribunal, ce qui donnait au visage un air à la fois honnête et fatigué. « Monsieur Collingridge, » dit-elle doucement, « il y a 2 façons d'arranger les choses. L'une consiste à ranger les choses où l'on veut et à appeler cela de l'ordre. L'autre consiste à les ranger à leur place. Mon petit fil et mes stupides tâches ménagères n'ont pas fait bouger les choses ni adouci la bouteille. Ils n'ont fait que révéler ce qui avait été fait, pas par moi. » Il y eut un silence. Le juge Fenwick la regarda avec la satisfaction d'un maître d'école qui vient d'entendre une définition bien formulée. « Et quel était le mobile ?» insista M. Collingridge.
Vous nous direz peut-être que mon client a tué pour une lampe ? Non, répondit Miss Marple très doucement. Pour une idée. La lampe n'était qu'une forme soignée. La défense n'a pas réagi, peut-être parce qu'il n'y a rien à gagner à contre-interroger une phrase qui sera plus sûrement comprise par le jury que n'importe quelle fioriture. Caroline ne témoigna pas. Son avocat avait eu le discernement de prévoir que la même fermeté de fer qui avait fait d'elle la reine des comités se traduirait devant 12 âmes ordinaires, par de la froideur. Elle resta assise et laissa le procès se poursuivre sans voix. Une seule fois, son regard se posa sur la tête penchée de Lucie. Le mouvement était infime et pouvait être dû au vent. Il ne se reproduisit pas. À la fin de la journée, le juge rassembla les débats. Son résumé fut patient et exigeant. Il n'ennoblit pas les faits. Il les disposa comme les pièces d'un jeu sur un échiquier et invita ceux dont la fonction était de choisir leur coup. Il parla de la présomption d'innocence, non pas comme une formule, mais comme une garantie issue d'une histoire amère, puis du fardeau de la couronne, et enfin, avec délicatesse, de la nature humaine. On nous met en garde, dit-il, contre la constitution d'un système de personnes. Certains esprits sont enclins au chaos, d'autres à un ordre rigide et étouffant. Ni l'un ni l'autre ne constitue une preuve de culpabilité. Mais lorsqu'un schéma d'altération apparaît, livres renumérotés, pages retirées et remplacées, brouillons donnés sous couvert de confort domestique, alors nous sommes en droit de nous demander si ce qui paraît bien rangé n'est en réalité qu'une dissimulation. Il inclina la tête, comme pour reconnaître qu'il préférait lui aussi un tiroir bien fermé. Nous ne punirons pas une habitude. Nous punirons un acte, si vous le trouvez prouvé. Il les congédia alors, et l'huissier de sa voix usée appela le lendemain. Les jurés sortirent en file indienne. Des greffiers, un fermier en habit élégant, une veuve aux lèvres résolues, des gens ordinaires, autrement dit le tribunal suprême auquel l'extraordinaire doit répondre. Dehors, la ville s'était adoucie jusqu'au crépuscule. Les lumières des boutiques dessinaient de petits carrés jaunes le long de la grande-rue. La cloche d'un tramway sonnait avec autant de courage que ces petites choses en novembre. Miss Marple resta un instant sous le portique, sentant la fraîcheur de la pierre sous sa paume. À côté d'elle, Lucie inspirait et expirait, comme si elle réapprenait un rythme. « Tu as été courageux, » dit Miss Marple. « J'ai simplement dit la vérité, » répondit Lucie. « Le courage, c'est souvent ça, » dit Miss Marple, et elle serra le bras de Lucie dans le sien. Ils marchèrent, suivis de près par Madame Clément, jusqu'au petit salon de thé où l'inspecteur Graves, maladroitement, comme pour s'excuser, avait retenu une table. Il se leva à leur entrée et ne croisa pas le regard de Lucie. « Ce sera une longue nuit, » a-t-il dit. « Pour nous tous. »« Oui, » acquiesça Miss Marple. Elle lui servit son thé sans demander son avis et ajouta le sucre qu'il n'avouait pas. « La justice marche, elle ne court pas. Elle n'aime pas arriver en sueur. » Graves laissa échapper un soupir qui ressemblait à un rire. Il regarda Miss Marple, puis baissa les yeux vers sa tasse. « Voulez-vous un verdict ?» laissa-t-il échapper, surpris lui-même. « Je veux dire, espérez-vous une chose ou une autre ?» Miss Marple réfléchit. « J'espère, dit-elle, que le jury discernera clairement ce qui est une habitude et ce qui est un acte. Et puis, quelle que soit leur décision, j'espère que la clémence sera présente dans la salle. La justice est une piètre servante quand elle mange seule. » Les yeux de Madame Clément s'emplirent de larmes. La main de Lucie sous la table se referma sur le gant de Miss Marple comme celle d'une jeune fille sur le bord de sa mère. Ils se séparèrent aussitôt, comme le doivent les villages et les amis, pour retrouver leurs lits et leurs ombres. Miss Marple, à sa fenêtre, observait une paire de lampes solitaires, des bicyclettes, peut-être, s'éloigner sur la route lointaine et disparaître. Elle pensa à la lettre de Poirot sur sa cheminée et à ce petit sourire. L'ordre, avait-il dit, doit être un serviteur. Elle pensa à Caroline, qui ne trouvait pas ce marché, et à la cellule où chaque chose avait sa place et où rien ne lui obéissait. Elle pensa aussi à Julian Harrington,
qui avait choisi du cognac en plein jour comme un garçon exhibant un jouet. « Pauvres gens !» murmura-t-elle à la lumière de la lampe. « Pauvres gens, désordonnés !» Elle baissa la mèche et resta assise un moment de plus, les doigts posés sur son tricot sans bouger. Demain, les jurés et le verdict tomberaient, et le village, tant bien que mal, traduirait le langage d'un tribunal en son propre langage. Une histoire racontée au seuil des maisons et par-dessus les clôtures, avec des morales extraites et mal appliquées, un silence préservé à la porte de la sacristie, une mise en garde contre les lampes. Tout cela viendrait, car ce soir, il suffisait que la vérité ait été dite clairement, que les chambres de l'esprit aient été ouvertes, et que la petite lumière obstinée sur sa table brûle sans interruption, comme pour dire que justice et miséricorde, bien que différentes, peuvent, à une heure opportune, partager une flamme. Chapitre 13. Le verdict. Le jury est revenu dans la salle d'audience avec ce pas grave et déterminé que les gens ordinaires adoptent lorsqu'on leur demande de porter un poids extraordinaire. La salle, déjà silencieuse, est tombée dans un silence si complet que le grincement de la chaise du président a résonné comme le tonnerre. Caroline Helmsworth se tenait au banc des accusés, calme comme toujours. Son chapeau était parfaitement placé, ses gants impeccables, son visage serein. Pour ceux qui l'avaient reconnue au village, ce spectacle était presque réconfortant. La même Caroline, fière et rigoureuse, la même femme qui avait dirigé la fête et organisé les fleurs de l'église. Pourtant, malgré son immobilité, ses yeux trahissaient l'attention. Ils étaient grands ouverts et brillants, comme des vitres polies avec trop de vigueur. Le greffier lut l'accusation. Le contremaître, un fermier aux mains calleuses, se leva. « Coupable, dit-il d'une voix ferme, sans être méchante. Il y eut un mouvement de tête, vite étouffé. Le juge inclina gravement la tête, puis prononça la sentence d'un ton mesuré. Caroline serait condamnée à la réclusion à perpétuité. Une peine suffisante, ajouta-t-il, pour reconnaître la gravité de l'acte, tout en évitant une souffrance supplémentaire, en évitant la finalité de la mort. C'était en vérité un jugement clément. Pourtant, à cet instant, le visage de Caroline changea pour la première fois. Elle se redressa comme pour discuter, puis sembla se raviser. Elle hocha la tête, froide et précise, et se laissa entraîner. La porte se referma derrière elle avec un lourd écho. Dehors, l'air de novembre était vif. Les rues de Marlécombe grouillaient de gens impatients de retourner dîner et bavarder. Lucie s'appuya contre Miss Marple, comme si elle avait perdu toute force. « C'est fini, » murmura-t-elle. « Vraiment fini. » La main de Miss Marple reposait légèrement sur son bras. « Oui, ma chère. Même si les fins sont rarement aussi simples que les verdicts le laissent paraître, il y aura des échos, dans les conversations, dans votre propre cœur. Mais le pire est passé. » Madame Clémence essuya les yeux. « Je n'aurais jamais cru voir un jour pareil. Caroline, au banc des accusés. Oh Jane, que va-t-elle devenir ?» Miss Marple secoua doucement la tête. « Elle finira ses jours à arranger ce qui ne peut plus l'être. Ce sera sa punition, bien plus que les murs d'une prison. » L'inspecteur Graves les rejoignit, le visage marqué par la fatigue, mais aussi par un étrange soulagement. « Eh bien, voilà, » dit-il. « Justice rendue. J'ose croire que le village sera soulagé maintenant. »« Peut-être, » dit Miss Marple, « mais les villages n'oublient pas aussi facilement que les tribunaux. Ils inventent leurs propres histoires, inspecteur, et parfois ces histoires durent plus longtemps que la vérité. » Graves lui adressa un sourire ironique. « Tu me diras la prochaine fois que la lampe continuera à les hanter. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent. « Pas obsédant, inspecteur. Mais on s'en souvient. Les gens aiment les symboles. Ils expliquent mieux que les faits. » Le dimanche suivant, Willowbrook était bondé, car chacun souhaitait s'assurer sa respectabilité en se rendant à l'église. Les hymnes étaient chantés avec une ferveur inhabituelle, les prières prononcées avec une solennité inhabituelle. Pourtant, après l'office,
Sur le green, les conversations étaient vives et pragmatiques. « Eh bien, j'ai toujours dit qu'elle était trop gestionnaire, » a déclaré mademoiselle Hartnell. « Une tragédie, » rétorqua madame Price Ridley, même si son ton trahissait la satisfaction. « Et la preuve que les tombolas ne donnent rien de bon. » Monsieur Pritchard, essuyant l'enseigne de son auberge, annonça à qui voulait l'entendre. C'était la lampe. Notez bien, cette chose était maudite depuis le début. Miss Marple écoutait en silence, sans apporter de correction. Les villageois avaient besoin de leurs explications, aussi fantaisistes fussent-elles, pour dormir. Lucie, debout à côté d'elle, murmura « C'est si étrange, Miss Marple. Tout semble pareil. La verdure, les chaumières, les enfants qui jouent, mais rien ne semble pareil. » Miss Marple lui tapota la main. « C'est toujours comme ça, ma chère. La vie veut continuer. Nous devons apprendre à la supporter. » Ce soir-là, Miss Marple était assise près du feu, la lumière de la lampe illuminant son tricot. Elle réfléchissait, comme elle le faisait si souvent, à la fragilité de la nature humaine. Caroline n'avait pas été mue par l'avidité ou la jalousie, mais par quelque chose de bien plus insidieux, un désir d'ordre poussé à l'extrême. Elle avait cherché à préserver sa respectabilité, à garder tout propre et sans tache, et ce faisant, elle avait commis le plus grave des désordres. Cela rappela à Miss Marple madame Bartlett de St. Mary Mead, qui avait un jour empoisonné le chat de sa locataire parce qu'il avait dérangé les géraniums de sa jardinière. « Pas de la méchanceté, » murmura Miss Marple, « mais un excès de propreté. Et pourtant, le résultat est le même. » Elle plia son tricot, se leva et jeta un coup d'œil à la modeste lampe posée sur sa table. Elle brûlait doucement, sans querelle ni juron ne la trouble. Elle pensa alors à Poirot, ce Belge curieux, si attaché à un ordre d'un autre genre. Il aurait approuvé la symétrie de l'affaire, le piège tendu avec précision. Mais il aurait aussi pu, songea-t-elle, éprouver de la tristesse devant le gâchis de tout cela. « Pauvre Caroline, » murmura Miss Marple, « pauvre Julian, pauvre village. » Elle baissa ensuite la mèche, car les lampes, contrairement au tempérament humain, ne doivent jamais être laissées trop allumées. Chapitre 14. La vie reprend. L'hiver s'installa doucement sur Willowbrook, le givre blanchissant les haies et la fumée s'échappant des cheminées des chaumières telles de petites prières domestiques. On parlait moins du drame du procès désormais, car même les événements les plus sensationnels cédaient la place aux exigences pratiques de la vie. Aller chercher du charbon, remuer les puddings, réparer les bottes des enfants. Pourtant, les ombres persistaient. En passant devant le presbytère, on ne pouvait s'empêcher de remarquer l'absence de la haute silhouette de Caroline Helmsworth, si longtemps assise sur les marches du presbytère. La guilde des dames se réunissait, certes, mais personne ne s'assit à sa place. Elle était visiblement vide, comme par un accord tacite. Lucie, désormais libérée de la surveillance sévère de sa tante, avait emménagé chez sa cousine à Marlécombe. Elle retournait cependant souvent à Willowbrook et, à chaque visite, elle se dirigeait droit vers le cottage de Miss Marple, les yeux brillants comme si le petit salon était un refuge. « Je ne sais plus quoi faire de moi », avoua-t-elle un après-midi, assise près du feu, les mains jointes sur les genoux. « Il y a une sorte de vide, mais aussi une liberté. J'ai pensé à une formation d'enseignante, ou peut-être aider à l'hôpital. Je sais seulement que je souhaite être utile. » Miss Marple la regarda avec une douce approbation. « C'est très sensé, ma chère. L'utilité est le meilleur remède contre le chagrin. Mais ne vous précipitez pas trop. La vie a le don de montrer la voie à ceux qui attendent patiemment. Seulement, n'oubliez pas d'y prêter attention. La plupart des gens ratent leurs occasions par manque d'attention. » Lucie sourit faiblement. « Comme toi ?» Miss Marple rit doucement. « Oh, ma chère, je regarde seulement parce que je ne peux pas m'en empêcher. C'est une habitude très gênante, mais ça sert de temps en temps. » Noël approchait. Les cloches de l'église sonnaient joyeusement. La verdure était décorée de modestes guirlandes,
et les enfants répétaient leur chant de Noël avec cet enthousiasme attachant qui pardonne les fausses notes. Pour la première fois depuis des semaines, les rires revinrent dans les ruelles de Willowbrook, sans gêne. Au Red Lion, M. Pritchard déclara l'affaire définitivement close. La lampe a disparu, et le problème aussi. Mieux vaut la laisser enterrer. Il leva sa pinte en signe d'approbation solennelle. Madame Price Ridley trouvait encore l'occasion de rappeler qu'elle avait toujours soupçonné quelque chose d'anormal, tandis que mademoiselle Hartnell s'occupait des préparatifs de la fête du printemps, déclarant que les tombolas se limiteraient désormais aux paniers garnis et aux confitures. C'est ainsi que le village, avec son esprit obstiné et pratique, reprit son cours. L'inspecteur Graves rendit visite à Miss Marple juste avant Noël, apportant un petit paquet d'oranges de la part de madame. Il semblait plus à l'aise qu'il ne l'avait été depuis des mois. « Eh bien, c'est du passé maintenant, » dit-il en s'installant dans le fauteuil familier près du feu. « Je suppose que vous n'avez pas besoin de l'entendre de ma bouche, Miss Marple, mais la couronne a été satisfaite. La prison à vie est une justice suffisante. » Miss Marple remua son thé. « Oui, Caroline aura sa commande, en quelque sorte. Mais ce sera une commande solitaire, et c'est une lourde punition pour n'importe quelle femme. » Graves grogna. « J'ose dire, mais vous nous avez donné une bonne leçon. Je vais dire à mes gars de se méfier de ce qui est trop soigné, trop pratique. On appellera ça la règle Marple. » Miss Marple sourit faiblement. « Oh non, inspecteur. Appelez ça la leçon de Willowbrook. Les villages aiment à penser que leurs tragédies instruisent le monde. » Graves rigola, et lorsqu'il se leva pour partir, il la regarda avec quelque chose qui ressemblait beaucoup à du respect. La veille de Noël, Lucie retourna au chalet, les joues rouges de froid. Elle portait un petit paquet ficelé. « Pour vous, Miss Marple, » dit-elle timidement. À l'intérieur se trouvait une jolie paire de gants, tricotés en douce laine grise. « Je les ai faits moi-même, » expliqua Lucie. « Ils ne sont pas aussi astucieux que les tiens. Mais j'espérais. » Miss Marple les enfila, le regard chaleureux. « Ils sont parfaits, ma chère. Voyez-vous, ce n'est pas la propreté qui compte, mais l'amour dans chaque point. C'est ce qui les rend si chaleureux. » Les yeux de Lucie brillèrent. « J'essaierai de m'en souvenir, dans la vie comme au tricot. » Ce soir-là, après les chants de Noël et le silence des cloches de l'église, Miss Marple était assise près de sa modeste lampe. Dehors, le givre miroitait sur les toits de Willowbrook, et les étoiles brillaient froides et brillantes. Elle réfléchissait, comme souvent, à ce qui s'était passé. La lampe qui s'était éteinte 2 fois, une fois avec la mort de Julian Harrington, une autre fois avec l'obscurcissement de l'esprit de Caroline Helmsworth. Et pourtant, d'une autre manière, la lampe brûlait toujours, car la vérité, si douloureuse fût-elle, avait été révélée. L'innocence avait été épargnée, et le village, bien que meurtri, survivrait. Elle pensa aussi à Poirot, ce Belge curieux, à l'ordre méticuleux et aux moustaches immaculées. Ses méthodes semblaient si différentes des siennes, et pourtant, elles étaient profondément similaires. Tous deux, chacun à leur manière, cherchaient non seulement à résoudre des énigmes, mais aussi à mettre en lumière la folie humaine, à montrer que sous les plus petites habitudes se cachent les plus grandes vérités. Miss Marple sourit, plia son tricot et baissa la mèche de sa lampe. « Oui, » murmura-t-elle doucement, « la lampe peut s'éteindre, mais quelque part, d'une manière ou d'une autre, une autre est toujours allumée. » Et avec cette pensée, elle se leva, tira les rideaux et laissa la nuit embrasser à nouveau le village tranquille. Chapitre 15. Un épilogue de petites choses. Le printemps eut la courtoisie d'arriver peu à peu à Saint-Mary-Mead. Les primes verts apparaissaient comme si elles avaient toujours été là. Un frisson de verdure sur les haies d'aubépine, le premier chant du merle lançait timidement, puis, se trouvant bienvenu, chantait avec conviction. Le cottage de Miss Marple, qui en hiver avait agréablement parfumé la cire d'abeille et le thé, embaumait maintenant le léger parfum pur des fenêtres ouvertes et des rideaux lavés. Les lettres, rarement nombreuses à son poste,
arrivèrent bientôt au compte-gouttes. L'une d'elles provenait de madame Clément, aimable, bavarde, pleine d'anecdotes sur les activités paroissiales et les petits triomphes qui fortifient les bonnes femmes. L'autre venait de l'inspecteur Graves, qui écrivait étonnamment bien quand personne ne regardait. Belle et content dans le Devon. Le frère a marié une fille et dit que Stephen a souri en voyant le gâteau. Et l'un d'eux, transmis 2 fois et taché par des mains officielles, portait un cachet continental et la fermeté indéniable d'une plume habituée à livrer des conclusions. Miss Marple laissa de côté le dernier morceau pour le savourer et se tourna d'abord vers celui de madame Clément. Willowbrook s'était relâché et avançait avec le courage inébranlable du sol anglais. La guilde des dames, après avoir hésité à supprimer les tombolas, avait accepté de les autoriser à nouveau avec la précaution d'une grande simplicité. Seulement des paniers et un bon pour un livre. Rien d'argent, rien d'historique. Lucie était bénévole à l'hôpital de Marlécombe, 3 après-midi par semaine, et envisageait une formation d'infirmière. Elle a, chère Jane, a écrit madame Clément, une voix avec des personnes tranquilles et des petites bouteilles qui suggèrent une vocation. Miss Marple sourit dans son thé. Quand elle ouvrit enfin l'enveloppe étrangère, une odeur de Cologne faible et précise monta à sa rencontre, et un fantôme d'amusement parcourut la pièce comme un courant d'air. « Chère mademoiselle, la lettre commençait. Il est donné à certains de poursuivre de grandes affaires par des trains et des émeraudes. Il est donné à quelques autres de découvrir, dans les tiroirs où se trouvent les chaussettes, les preuves du cœur. Veuillez accepter que je me considère comme votre débiteur. Lorsque l'affaire de la lampe est parvenue à mon oreille, ne demandez pas comment. Les nouvelles voyagent comme la lumière lorsqu'il y a une surface. Réfléchissante, je me suis dit, voilà, un cas à mon goût, la symétrie. Mais vous m'avez montré que la symétrie, lorsqu'elle est exigée par une âme qui ne peut se permettre de pli, tue. Suivait une phrase sur l'ordre comme serviteur, dont elle se souvenait et qu'elle avait déjà rangée dans son esprit, là où les bonnes phrases sont conservées pour un usage ultérieur. La signature était une fioriture qui, inclinée, aurait pu ressembler à une moustache se pliant en nœud. Elle posa le drap sur la cheminée entre un chien en porcelaine et une carte postale de Weston-super-Mare et fut réconfortée, non par la reconnaissance de la célébrité, elle n'était pas folle, mais par la reconnaissance d'un collègue travaillant dans un champ voisin. 10 jours plus tard, par un matin bleu comme un gobelet, Lucie elle-même arriva à St. Mary Mead. Miss Marple, sortant pour réprimander ses rosiers pour leur bouderie, aperçut la jeune fille à la grille, sans bonnet, une cape d'infirmière repliée sur son bras, le visage ni triste ni joyeux, mais parfaitement éveillé. « Ma chère !» s'écria Miss Marple, ravie et effrayée à la fois, comme si elle s'était toujours attendue à ce que Lucie frappe à la porte. « Vous avez voyagé. »« Seulement le train du matin, » dit Lucie en riant légèrement. « J'ai 2 jours de congé. Je voulais te faire une surprise. » Ils s'installèrent dans le salon, et la conversation fut d'abord brève et nécessaire. À quoi ressemblait Willowbrook en mars, la dernière fois que Lucie l'avait vue, si Madame Price Ridley avait déjà recueilli une nouvelle plainte, si le sermon du pasteur sur les lys avait guéri quelqu'un de ses soucis pendant plus d'1 heure. Puis, tel. Un bateau qui a franchi les roseaux emmêlés et retrouve le large. La conversation s'engagea naturellement sur des voies plus profondes. « Je dois commencer mon stage de stagiaire cet été, » dit Lucie en lissant un pli invisible de sa jupe sans s'en apercevoir, la main se souvenant d'une formation ménagère qu'elle pardonnait désormais. « L'infirmière dit que j'ai un pouls régulier. Je suppose que c'est nécessaire quand d'autres ne l'ont pas. »« Vous ferez une excellente infirmière, » dit Miss Marple. « Vous êtes observatrice et non vaniteuse. Ce sont des dons plus rares que la gentillesse, que vous possédez également. » Lucie rougit, heureuse et un peu timide. « J'ai pensé à tante Caroline, » admit-elle au bout d'un moment. « Pas tous les jours, ni même toutes les semaines, mais parfois, quand je plie un torchon à la perfection, ou quand je ne peux pas me reposer tant que l'étiquette d'un pot n'est pas droite. Alors je m'arrête et je me dis « Pas comme ça,
pas au point de devenir aveugle. Les yeux pâles de Miss Marple approuvèrent. Il ne faut pas mépriser en soi les tendances qui, à l'excès, sont devenues dangereuses chez les autres, dit-elle. Mieux vaut les apprivoiser que de faire comme si elles n'existaient pas. J'ai par exemple un intérêt très peu chrétien pour les affaires d'autrui. On en fait un usage ou un péché. Lucie sourit, puis reprit son sérieux. « Il y a encore une chose, dit-elle. J'ai vu Stephen Bell à la gare, en train de changer de train. Il ne m'a pas vu. Il avait l'air plus propre, en quelque sorte. Pas vraiment rangé, mais moins froissé. Il avait un papier dans sa poche et le mâchait comme s'il l'avait offensé. Je lui souhaite bonne chance. »« Alors il ira bien, » dit Miss Marple. « Les vœux sont curieux. Ils n'ont pas toujours d'effet sur le monde, mais ils réconfortent toujours celui qui les formule. » L'après-midi s'écoula dans ce calme et convivial qui caractérise l'amour anglais. Ils firent un tour dans le jardin. Miss Marple signala, avec une malice innocente, un nouveau scandale en gestation à St. Mary Mead. Le garçon épicier lit les recettes sur les cartes postales, et nous aurons bientôt de l'agneau déguisé en commérage. Ils visitèrent l'église, dont les cuivres portaient encore le vernis d'une conscience. Et le soir, ils prirent le thé à la lueur des lampes, et les papillons de nuit apparurent, doux comme des pensées. Lorsque Lucie fut entrée dans la petite pièce qui sentait la lavande et l'économie, Miss Marple resta assise un moment près de la fenêtre. Le village s'étendait dans son berceau de haies, comme s'il n'avait jamais été autrement. Au-delà, les champs disputaient leur vieille dispute avec le ciel, et se perdaient comme toujours, mais avec grâce. Elle pensa à Caroline dans une cellule dont elle connaîtrait désormais les dimensions aussi bien que son salon. À un geôlier qui serait poussé par gentillesse à laisser un prisonnier ranger la pile d'assiettes en fer blanc. À la clémence venant, peut-être, non pas par l'absolution, mais par une occupation, tricoter peut-être, ou garder un petit géranium dans un pot en plastique, arrosé le mardi. Le matin, Lucie aida à faire griller du pain sur la grille en fer devant le feu, un rite plus agréable qu'efficace. Après le petit déjeuner, ils trièrent les sachets de graines, leurs jeunes mains ouvrant les enveloppes, leurs doigts plus âgés tapotant les lignes de date qui constituaient le seul journal que Miss Marple ait jamais tenu fidèlement. C'est une satisfaction des jardins qu'ils aient besoin de se souvenir, et que les retards ne les offensent pas. Le village offrit son théâtre habituel. Mademoiselle Hartnell, inexplicablement présente à St. Mary Mead ce jour-là pour examiner la goutte d'une cousine, les rejoignit sur le pré et donna son avis sur la nourriture de l'hôpital. L'homologue de Madame Price Ridley, une figure d'opinion locale nommée Madame Larche, déclara que les tombolas étaient « la fin du monde » et que quand on commence avec les paniers, on finit avec le bolchevisme. Un enfant tomba dans une flaque d'eau et fut secouru par un autre enfant qui s'attaqua à la boue comme pour le sport. Mademoiselle Marple observa tout cela comme elle l'avait toujours observé, avec douceur, avec un esprit réceptif qui ne traçait rien et n'oubliait rien. Le deuxième soir de Lucie, un télégramme arriva, une de ces choses brèves et utilitaires qui commencent et se terminent sans salutation. Consultation si possible. Stop cas de petit intérêt national. Stop train. Demain stop. H. Poirot. Miss Marple ne sourcilla pas. Elle le déposa près de l'horloge et continua sa rangée de mailles à l'envers et de mailles unies. Les jeunes, elle le savait, supposent que l'aventure s'annonce au son des tambours. Les vieux apprennent à l'entendre dans le pas du facteur. « Tu vas y aller ?» demanda Lucie excitée, et Miss Marple fut ravie de le constater, pas le moins du monde alarmée. « Si on le demande, dit Miss Marple, on y va. C'est comme ça qu'on a inventé les voisins. » Elle dormit bien, avec cette tranquillité qui est l'intérêt durement gagné par de nombreuses années de veille. Le matin, elle s'habilla avec la calme attention de quelqu'un qui a toujours été prêt et qui n'a jamais eu besoin de se presser. Elle laissa un mot à Lucie pour qu'elle s'amuse à dévorer le bric-à-brac de la salle des fêtes et pour éviter qu'une marmite de soupe ne déborde à 1 heure. La soupe, concluait le mot, est comme la vérité, meilleure à mijoter, gâchée par l'ébullition. À la petite gare,
Le train de midi arriva dans une rafale de vapeur déterminée, et un visage à la fenêtre du wagon, soigneusement disposé, chapeau à l'angle parfait, moustaches éloquentes comme une ponctuation. Hercule Poirot descendit comme s'il descendait d'une estrade et, voyant Miss Marple, retira son chapeau avec un salut qui appartenait à une pièce plus grande. « Mademoiselle, dit-il, et les syllabes furent prononcées par courtoisie de l'air. Vous avez la grâce de me recevoir. »« Mon cher monsieur Poirot, dit Miss Marple en lui tendant la main comme on tend une tasse de thé, vous ne pensiez pas que je me priverais de ce plaisir. » Ils se dirigèrent vers sa chaumière par le chemin tranquille qui sait tout et ne dit rien. Il parla d'une difficulté rencontrée dans une maison non loin de Market Basing, manquer des broutilles, réapparaître trop proprement, le désespoir d'une femme de ménage, arrangée avec plus de soin que les femmes de ménage n'en accordent habituellement au désespoir, un mari dont l'école était trop blanc pour l'innocence. Il employa des expressions comme les petites choses, et une fois, avec délectation, symétrie, comme si on savourait un bonbon. Miss Marple écoutait avec le plaisir d'un musicien découvrant un thème familier dans une salle étrangère. « Vous l'aimerez, dit-elle enfin. Il se résoudra en un motif aussi satisfaisant qu'un talon bien tourné. »« Ah !» s'exclama-t-il, ravi. « Tu tricotes toujours, hein ? C'est excellent pour les petites cellules grises. Elles détestent l'oisiveté. » Au cottage, il admira le coquillage, le chien en porcelaine à la queue fendue, la carte postale, le tout avec un tact qui rendait l'admiration modeste. Lucie, présentée, regarda avec franchise, comme le font les jeunes filles, les mythes découverts comme des hommes, et ne fut pas déçue. Poirot, qui savait ce que c'est que d'être regardé et de survivre, la traita avec une galanterie cérémonieuse qui la laissa parfaitement sereine. Ils prirent le thé. Il raconta une histoire en paragraphes. Miss Marple plaça en travers de sa table de fait 1 ou 2 poids domestiques pour empêcher la page de flotter. Bientôt, le petit intérêt national, qui avait menacé de devenir mélodramatique, a accepté dans leur compagnie combinée sa juste taille. « Voyez-vous, monsieur Poirot, dit-elle enfin, c'est toujours pareil. Quand une chose est trop bien rangée, il faut se demander qui l'a aplanie. Et dans quel but ? » Il inclina la tête. « Nous sommes d'accord, mademoiselle. L'ordre, oui, mais il doit être honnête. Sinon, il écarta les mains. C'est un meurtre au fond, même quand il ne tue pas. » Ils se séparèrent à la gare comme ils s'étaient rencontrés, avec une politesse qui ressemblait à une amitié en guise de dîner. Le train l'emporta. Les haies, ayant vu tant de dos célèbres, ne manifestèrent aucune excitation. Miss Marple rentra chez elle dans l'or pâle de la fin d'après-midi, songeant à la chance qu'une vie soit juste assez perturbée pour ne pas s'engourdir. Lucie partit le lendemain matin, embrassée, signe de la main, un regard courageux vers l'avenir qui n'oubliait pas le passé. Miss Marple resta à la grille jusqu'à ce que le bus ait quitté la voie. Puis elle rentra, mit la bouilloire en marche et rangea ses lettres dans leur tiroir. La lampe sur sa table, en verre ordinaire, sans histoire, attendait avec sa mèche patiente. Elle ne se disait pas « Personne ne dit de telles choses », qu'il y aurait d'autres villages, d'autres esprits bien rangés et garés, d'autres petits filets à tendre en travers du flot de malheur. Elle enfila simplement une aiguille et ramassa le linge qui attendait d'être ourlé. Dehors, une grive essaya 2 notes, préféra la seconde et continua. À l'intérieur, la lampe, lorsqu'elle l'alluma ce soir-là, brûlait avec cette stabilité discrète qui est enfin le but de toute révélation, voir au-delà et continuer. Chapitre 16. Une lampe dont on se souvient. Au début de l'été, Willowbrook avait appris l'art d'oublier, comme seul un village peut le faire, en intégrant le souvenir au langage courant, jusqu'à ce que la tragédie ne soit plus alarmante que la météo ou le prix des œufs. Les enfants parlèrent de la lampe de fête comme d'une curiosité, au même titre que l'arbre de mai ou la clochette. Leurs parents baissaient la voix, mais sans manifester leur intérêt.
Te souviens-tu, commençait ainsi, et, eh bien, c'est du passé maintenant, finissait ainsi. Le vicaire, avec une douce insistance, orienta les esprits vers la fête du jardin à venir, car la vie en paroisse ne doit pas se dégrader. Un panier, un morceau de dentelle, un couple de pigeons du colonel Masters, tout cela suffirait comme prix, et personne ne proposa quoi que ce soit en argent. Madame Price Ridley déclara qu'elle gérerait elle-même le carnet de billets, une déclaration qui fit sourire plusieurs personnes derrière des tasses de thé. Même elle, avec son ton sec, semblait comprendre que l'ordre doit être tempéré par l'humilité. Lucie, désormais installée à l'hôpital de Marlécombe, y revenait occasionnellement pendant ses jours de congé. Elle se tenait avec une assurance nouvelle, son manteau plié avec une fierté tranquille. Elle parlait de patients, de bandages et de petites victoires contre la fièvre. Les villageois l'écoutaient avec admiration, même si quelques-uns murmuraient qu'elle avait déjà vu trop de désagréments. Miss Marple, l'observant avec une satisfaction silencieuse, pensait que Lucie avait trouvé sa voie, guidée non par la peur, mais par l'utilité. Par un chaud après-midi de juin, Miss Marple était assise dans son jardin avec Madame Clement, écossant des petits pois pour le dîner. Le soleil baignait gentiment les bordures, où les roses trémières se dressaient telles des sentinelles, et où les abeilles s'activaient dans la lavande. « Ça fait presque un an, » dit doucement Madame Clément. « Pensez-vous qu'on en parlera encore dans 10 ans ?»« Oh oui, » répondit Miss Marple, « on en parlera comme on parle de la grande tempête de neige ou de l'incendie des écuries du presbytère. Mais ça perdra de son mordant. Avec le temps, ce sera une histoire pour mettre en garde les enfants contre les ragots, la cupidité ou les lampes. C'est ainsi que les villages se guérissent. » Madame Clément soupira. « Je prie encore pour Caroline. Je ne peux penser à elle dans cet endroit sans ressentir de la tristesse. »« Tout à fait, » dit doucement Miss Marple. « Il faut prier. La punition n'est pas seulement ce que décrète la loi, voyez-vous. C'est aussi la prison qu'on construit en soi. Caroline passera son temps à réaménager son petit espace, à lisser des plis invisibles. Ce sera sa plus dure épreuve. » Le courrier arriva juste à ce moment-là, et parmi les circulaires et les notes paroissiales se trouvait une enveloppe portant un timbre étranger. Miss Marple sourit faiblement en voyant l'écriture soignée et élégante qui y était inscrite. C'était une courte note, écrite d'une écriture aussi précise que de la dentelle. « Chère mademoiselle, j'allume ma lampe au crépuscule, et parfois je pense à toi. Le monde est peuplé d'ombres, mais aussi de petites lumières. Tu en as soigné une avec la plus grande douceur. Respectueusement, Hercule Poirot. » Miss Marple plia la lettre, la posa sur la cheminée à côté du chien en porcelaine, et pensa combien il était curieux que deux personnes si différentes, lui avec ses chaussures cirées et sa géométrie de la pensée, elle avec son tricot et ses analogies villageoises, parviennent si souvent à la même vérité. Ce soir-là, Willowbrook se rassembla sur la pelouse pour la première répétition de la fête. Les enfants s'entraînaient à la course, trébuchant dans l'herbe. Les femmes disposaient les tables pour le thé. Les hommes martelaient les piquets de tente avec un grognement bon enfant. Une nouvelle lampe, simple et en cuivre, était accrochée dans la sacristie pour être utilisée à la tombée de la nuit. Personne ne la remarqua, même si plusieurs la regardèrent avec une sorte de soulagement. Miss Marple se tenait un peu à l'écart, son sac à tricot au bras, observant la vie du village reprendre son cours habituel. Il y aurait toujours des querelles, des jalousies et les petites vanités des comités, mais il y aurait aussi des rires, de la camaraderie et le rythme régulier de la gentillesse ordinaire. « La lampe s'est éteinte 2 fois, murmura-t-elle, mais regarde, elle s'est rallumée. » La brise du soir agitait les feuilles, transportant les rires des enfants à travers la verdure. Miss Marple se retourna vers sa maison, d'un pas lent mais satisfait. Elle savait qu'il y aurait d'autres ombres ailleurs, d'autres mystères qui l'attendaient dans les salons et les allées. Mais pour l'instant, la lampe de Willowbrook brûlait sans interruption, et cela suffisait.